Bonsoir tout le monde, bonjour à ceux du Canada. Comme disait Suzanne, je suis Natacha, je suis éditrice du blog Le Sanctuaire de la Culture. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Magid pour le lancement de son ouvrage Ainsi soit-je. Bonjour Nathalie. Et Bonsoir, bonjour. Alors c'est bonjour pour le Canada, bonsoir pour la Belgique. oui, félicitations pour la sortie de votre livre. Comment allez-vous? Merci, je vais très bien, merci beaucoup. Merci. De prime abord, je vais lire un passage de votre livre et ce qui nous permettra d'entrer dans l'esprit de Ainsi soit-je. L'écriture a été révélatrice et libératrice pour moi et m'a réellement permis d'évacuer ce que je pouvais encore avoir comme colère, comme rancœur ou comme haine en moi. J'ai couché sur papier tous ces sentiments et cette expérience a été très thérapeutique et très enrichissante aussi, car je ne me suis pas contentée de livrer mon témoignage, mais j'ai exploré d'autres livres et études sur le sujet. Je considère que j'en sors grandie, apaisée et donc nettement moins victime qu'avant, avec beaucoup plus de recul. Ces paroles sont très puissantes et révèlent votre chemin vers la guérison et la liberté. Pouvons-nous parler de paix en ce moment? Êtes-vous en paix, Nathalie? Oui, on peut dire ça. En fait, ça a vraiment commencé par des, des petites notes que je prenais au fur et à mesure quand j'étais justement en colère ou triste ou déçue ou quand il y avait vraiment des moments des sentiments très forts qui arrivaient en moi. Et, euh, et, et, et en voulant vraiment comprendre tous ces sentiments qui s'entrechoquaient, euh, ben justement, j'ai décidé d'aller explorer plus loin et d'aller lire d'autres livres, d'aller fouiller dans ce qui pouvait exister, le peu qui existe en fait sur les pervers narcissiques manipulateurs. Le peu qui existe sur les parents pervers narcissiques manipulateurs, parce qu'il y a encore moins qui existe là-dessus. Et donc, j'ai vraiment ben, j'ai mêlé en fait la partie travail personnel à ma partie plus formation très scientifique, très cartésienne, très universitaire aussi, de recherche, pour un petit peu mêler les deux. Et donc, et ça a été le début en fait de l'écriture et ça a abouti finalement au livre. Et oui, on peut parler de paix maintenant parce que l'écriture a été extrêmement thérapeutique et ça m'a apporté, je pense, tout le recul nécessaire, même si j'étais passée par des thérapeutes, etc. Je pense que le livre a été euh, au-delà de tout ce que j'ai pu vivre comme thérapie et que c'était vraiment voilà, mettre vraiment mes mots à moi et construire tous ces chapitres. Et je remercie d'ailleurs beaucoup Suzanne parce que euh, moi j'avais écrit tout ça, mais c'était assez brouillon dans ma tête. Et quand je lui ai envoyé le manuscrit, c'était peut-être pas, ça n'avait pas la forme que ça a maintenant. Et elle m'a aidé à remettre de l'ordre dans tout ça grâce à toutes les conversations qu'on a pu avoir, les échanges qu'on a pu avoir. Merci Nathalie, merci à Suzanne pour ce rôle d'éditeur qu'elle joue, qui est très important aussi. Alors, est-ce que
c'est le moment de la douleur a duré longtemps? Oui, ben, oui, parce que c'est mes parents et que donc ils- je n'ai j'ai réalisé tardivement leur comportement, mais j'ai été toujours sous cette emprise en fait. Mais je n'ai, je vais dire, ouvert les yeux que quand j'avais quand même une quarantaine d'années, même si je ressentais qu'il y avait cette emprise et qu'il y avait quand même on va dire un problème relationnel. Euh, mais il y a eu un réel déclic par rapport à un questionnement sur leur comportement, enfin en particulier celui de ma mère. Et donc, c'est clair que la douleur a duré longtemps et il a fallu encore plusieurs années avant que ça s'éclaircisse dans ma tête par rapport à euh, ben, comment ça se fait, comment moi je peux m'en sortir, etc. Donc, c'est un processus extrêmement long, oui. Et durant le processus d'écriture, parce que j'imagine que ben, vous avez commencé à écrire, hein, vous avez pris tout votre temps, c'était peut-être des bribes d'écrit, tout ça. Et qu'avez-vous appris durant le processus d'écriture et de guérison? Qu'est-ce... Voilà, allez-y. Mais, au début, quand je prenais ces notes, j'étais pas du tout dans l'intention d'écrire un livre. Au début, c'était vraiment euh, pour moi-même, pour des notes, je veux dire presque pour me rappeler ce qui se passait et ce qui se passait par rapport à eux, mais ce qui se passait en moi aussi par rapport aux événements qui se passaient de relations par rapport à eux. Et donc, c'était pas du tout avec l'intention d'un jour rassembler toutes mes notes et de rédiger ce livre. Euh, et je pense qu'au départ, c'était plus une sorte de processus de mémoire pour moi, parce que j'avais besoin de ça aussi pour me dire, je ne suis pas folle. Les faits sont là parce qu'en fait, des personnes comme ça, des pervers narcissiques manipulateurs, ils vous font douter tout le temps. Et c'est ça le problème aussi, c'est qu'on a l'impression en fait que on doute tout le temps de ce qui s'est passé, on doute tout le temps de ce qui a été dit. Euh, et finalement, on a l'impression que cet événement-là n'a pas eu lieu ou que ces paroles-là n'ont pas été citées. Euh, et donc, on a l'impression en fait, de se remettre soi-même tout le temps en question, alors que c'est pas notre faute. Et c'est ça ce processus. Et moi, c'est ça en fait que je voulais aussi transmettre aux personnes qui sont victimes de pervers narcissiques manipulateurs, c'est que il faut arrêter de douter de soi. Parce que quand on est victime comme ça, on a l'impression qu'on est toujours en tort, qu'on est toujours en manque de confiance en soi, etc. Mais, c'est cette barrière-là qu'il faut franchir. Parce que justement, ces personnes-là, c'est ce bouton d'action-là sur lequel ils poussent en permanence en se disant c'est là-dessus, c'est leur force en fait. Et c'est ça qui est compliqué en fait de passer outre ce sentiment-là.
Merci beaucoup, Nathalie. En fait, dans la vie, j'ai toujours l'impression que tous nous sommes quelque part victimes des pervers narcissiques. Ça peut être un ami, un frère, une sœur, voilà, un professeur, mais souvent on ne se rend pas compte. Alors, quels sont les signes qui peuvent nous dire que là, on est dans une manipulation? Les signes. Euh, les signes, en fait, c'est quand on commence à réaliser qu'on fait des choses, qu'on n'est plus soi-même. Oui. Je dirais c'est exactement ça. Quand on commence à faire des choses ou à dire des choses euh, qui ne nous ressemblent pas et que c'est juste parce qu'on a peur de la vie de l'autre, parce on a peur des réactions de l'autre et que la personne en fait euh, vous, vous dit ou vous dit des choses ou a des actes qui, euh, qui vous incitent à faire des choses qui ne sont pas ce que vous avez réellement envie de faire. Et j'ai eu un collègue qui était j'ai été sous l'emprise de ce collègue également, alors que j'étais en pleine rédaction du livre. C'est ça qui est complètement parfois absurde parce que j'avais vraiment l'impression d'être en confiance avec ce collègue. Et pourtant, je me suis laissée avoir complètement. Et c'est vraiment paradoxal, mais c'est des gens en fait qui, euh, qui sont extrêmement intelligents parce qu'ils vous amènent là où ils veulent vous amener. Et donc, il y a une part il y a une part de jalousie, il y a une part de questionnement. Et quand ça va trop loin dans le questionnement, quand ça va trop loin c'est presque de l'inquisition en fait dans votre vie. Et c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions et à prendre du recul et à dire, mais je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à répondre à ce genre de questions, etc. Parce que ça ne regarde pas la personne. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut commencer à prendre du recul et à mettre des barrières. Merci beaucoup, Nathalie. C'est très éducatif. Et être manipulé par ses parents, se rendre compte même qu'un collègue est en train de nous manipuler au moment de notre rédaction, de la rédaction de notre livre sur la manipulation, c'est très fort. Alors, quel est aujourd'hui votre rapport aux autres? Êtes-vous capable de faire confiance aux autres? Parce que je pense que ce genre de situation entame quand même notre capacité à faire confiance à autrui. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêt à vous faire de nouveaux amis, comment vous vivez avec les autres, comment avec les collègues. Est-ce que on a peur de se donner, de peur d'être manipulé? Je ne sais pas comment vous gérez ça. Oui, non, je n'ai pas peur de la relation aux autres parce que heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, l'avenir me le dira, je suis quelqu'un qui fait relativement facilement confiance. Euh, et, mais c'est certain que j'espère avoir développé une sorte de sixième sens maintenant pour, pour quand même être un petit peu plus prudente, qu'il y a certains signaux d'alerte qui me viennent plus vite à l'esprit. Mais non, je reste quelqu'un d'assez sociable ou social et j'aime bien avoir des rapports aux autres et j'aime bien partager mon temps avec les autres. Donc, je ne souhaite pas du tout vivre dans la méfiance, que du contraire. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Je vais regarder la couverture de votre livre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couverture.
Et on me parle de l'expression papillon social. Donc, Nathalie est un papillon social. Alors, pour vous, c'est quoi être un papillon social? Mais ça reste quand même, je trouve que l'image du papillon était très jolie. On en avait beaucoup discuté avec Suzanne et j'aimais vraiment cette image parce que le papillon est en fait un animal extrêmement fragile. Et je trouve la comparaison jolie parce que je reste quelqu'un de fragile. Et donc, émotionnellement, évidemment. Euh, mais en même temps, le papillon, voilà, c'est ce qui me représente un petit peu aussi parce que je suis vraiment, avec ce livre, je suis sortie là, de ma chrysalide et j'ai pu vraiment m'exprimer, devenir moi-même, me rendre compte de ce que je veux, de ce que je ne veux pas non plus. Et voler de mes propres ailes. Et donc, ça, j'aimais beaucoup l'image du papillon qui a cette force et cette fragilité à la fois. Et c'est ce que je pense que c'est ce qui me représente très bien, c'est d'avoir une certaine force de caractère pour surmonter pas mal de choses, pas mal d'épreuves, etc. Mais d'avoir encore une grande fragilité aussi euh, et, et, euh, et de devoir quand même encore gérer certaines émotions aussi. Merci beaucoup, Nathalie. Je reste très sensible à la question de la fragilité. Je ne sais pas si c'est Jolien qui a écrit un livre, L'éloge de la fragilité. Et je suis presque de votre avis, hein, parce que je pense que la dimension fragile, faible, je vais dire imparfaite, fait partie de notre existence. Il ne faut jamais qu'on l'oublie, parce qu'on est des êtres fragiles, toujours. Et c'est justement ce lien entre la fragilité et la force, entre guillemets, qui fait qu'on soit capable de tenir. Donc, je reste très sensible à cela, c'est très bien. Euh, il y a aussi une expression, l'aliénation parentale. Moi, j'en ai entendu parler beaucoup, mais j'ai quand même du mal à faire une différence entre les pervers narcissiques et l'aliénation parentale, la manipulation par les parents. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider un peu à comprendre la différence ou bien peut-être c'est la même chose finalement aussi, là? Non, je crois que l'aliénation parentale, c'est un petit peu, enfin, selon moi, hein, je ne Oui. suis pas experte non plus, euh, c'est plus ce que la société voit comme ce qui est dû aux parents. Parce que la société est un petit peu, je vais dire, hiérarchisée dans le sens où les enfants doivent le respect aux parents, doivent le respect aux anciens, doivent s'occuper des parents s'ils ne vont pas bien, etc. Et, euh, et c'est un petit peu dans ce sens-là que moi j'appellerais ça l'aliénation parentale, de dire il y a toujours cette sorte d'obligation de s'occuper des parents parce qu'ils se sont occupés de nous quand on était petits. Mais, euh, mais en fait, euh, quelle est cette obligation est-ce que c'est vraiment un phénomène de société qui nous force à nous occuper des parents est-ce qu'on a vraiment est-ce qu'on a signé une charte, une convention qui nous obligeait à nous occuper de nos parents et donc moi j'appellerais ça plutôt l'aliénation parentale. Tandis que les, les, les pervers narcissiques manipulateurs, bon, euh, comme vous avez dit précédemment,
on peut en avoir parmi les parents, parmi les amis, parmi les collègues, parmi les connaissances. Donc, ce n'est pas un fait qui est exclusivement dû aux parents, quoi. Merci beaucoup, Nathalie. Dans certaines questions comme le deuil, le bonheur, qu'on retrouve aussi dans les pages de votre livre, la page 124, page 117, l'amour de soi, le bonheur, le pardon, que vous évoquent ces mots, pardon? C'est certain que pour moi, le deuil et le détachement, c'est fortement lié. Survivre à une relation avec des pervers narcissiques manipulateurs, que ce soit des parents ou que ce soit un collègue ou une connaissance, c'est une forme de deuil parce que ce sont des personnes qui ne vont jamais se remettre en question. Et étant donné qu'il n'y a pas de remise en question possible, qu'il y a très peu de discussions possibles avec ce genre de personnes parce que, a priori, ce sont des gens qui sont ou semblent extrêmement sûrs d'eux-mêmes et en tout cas pour mes parents ont toujours raison sur tout. La communication est un petit peu unilatérale et donc si on veut s'en sortir, on est obligé de rompre la relation, on est obligé de se détacher de cette relation. Et donc, forcément, c'est un deuil d'une relation. Et quand il s'agit d'une connaissance, d'un collègue, d'un ami, je dis pas que c'est facile, mais c'est moins difficile que quand ce sont les propres parents. Parce que forcément, comme j'explique à un moment dans le livre, il y a une amie qui me dit « Oui, mais ce sont tes parents. » Oui, ce sont mes parents. Mais est-ce que moi, j'ai pas demandé à avoir non plus toute cette... je crois pas que ce soit de la haine qu'ils aient envers moi, mais j'ai pas demandé à avoir toute cette méchanceté ou toute cette emprise, etc., qui m'a finalement pourri la vie, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et donc, à un moment, j'ai le droit aussi de vivre pour moi-même. Et je n'ai aucune obligation si eux ne m'ont jamais dit « je t'aime », je n'ai aucune obligation de leur dire « je t'aime ». Je n'ai aucune obligation, moi, de garder le contact. Et je sais que c'est extrêmement difficile et que des parents, on n'a qu'une paire de parents et qu'on ne peut pas les remplacer, etc. Mais ils m'ont fait beaucoup de mal. Et je ne vois pas... Moi, j'ai fait tout un travail sur moi-même. Pendant des années, je me suis énormément remise en question. Et c'est un processus très long, très douloureux. Mais si on ne peut guérir de ça que si ça vient des deux côtés. Or, s'il y a un des deux côtés qui ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas discuter, qui ne veut pas communiquer, qui ne voit même pas qu'il y a un problème, mais pour moi, de toute façon, il faut fermer la porte. Parce que sinon, le problème, il va subsister. Et donc, et de là, évidemment, après, il y a toute une reconstruction parce que
Mais parce que j'ai besoin de cette reconstruction pour pouvoir avoir un rapport aux autres aussi. Euh, Parce que j'ai besoin de ça pour pour récupérer de la confiance en moi, euh, pour avoir des relations sociales, euh, vivre dans le bonheur aussi. Euh, et vous parlez du pardon. Euh, c'est encore compliqué à l'heure actuelle. C'est encore compliqué de pardonner parce que parce qu'il n'y a plus de contact et parce que j'ai essayé la dernière fois que j'ai eu contact avec eux, j'ai vraiment tout essayé pour avoir une conversation, pour dire à quel point moi je me sentais mal et pourquoi je me sentais mal. Et chaque fois, la conversation retombait sur euh, on ne comprend pas de quoi tu parles. Et donc, dans ces circonstances-là, pardonner, c'est encore très difficile pour moi. Je comprends tout à fait, hein, comme il y a un principe, un des présupposés de la PNL qui dit qu'on ne peut ne pas communiquer. Et quand on face de soi, on n'a personne, c'est un langage de sourd, donc il n'y a pas possibilité de pardon déjà. Donc ça se comprend tout à fait. Donc je vais lire un extrait et puis vous allez nous dire ce que cela vous évoque. Ce livre, ce cheminement effectué ces dernières années, autant conscient qu'inconscient, me font dire qu'il y a un avant-après. Je reste moi-même, mais je me redécouvre. J'accepte une certaine mission de vie. Il y a des deuils à faire, comme par exemple celui bien réel de mes grands-parents, mais aussi celui plus flou de vivre son superflu. D'accepter que certaines personnes fassent partie de ma vie de manière différente. Mais surtout, il y a cette acceptation d'un nouveau départ, sans égoïsme aucun, et après avoir beaucoup donné et m'être occupé des autres, c'est le moment de prendre du temps pour moi. Personne d'autre n'est à ma place. Personne d'autre n'a ressenti la même chose, ni n'a affronté les mêmes épreuves. Et je ne veux plus être jugée sur les décisions que je prends pour moi. Je suis consciente que cela crée une onde de choc pour mes proches, mais ils m'aiment. Et après une difficile période d'incompréhension, viendra la période d'acceptation et de renouveau pour des relations différentes, de qualité, tout en transparence. Qu'est-ce qui vous évoque ces mots? Mais l'écriture du livre a été très révélatrice aussi pour moi de beaucoup d'autres choses. De ce que c'est assez compliqué, de ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie aussi après, notamment le fait que je me sois séparée et que j'ai quitté le Canada et que je sois revenue en Belgique. Et c'est clair que ça a été une décision très très difficile à prendre parce que mes enfants sont restés vivre au Canada et que voilà, c'est difficile à vivre parce qu'évidemment ils me manquent beaucoup. Mais j'avais besoin de moi je ne trouvais pas réellement ma place au Canada. Je n'avais pas l'impression d'être moi-même
j'ai vécu une expérience unique et très enrichissante et que je ne regretterai jamais. Euh, et, et que vraiment, je trouve que c'est une expérience de vie que je recommande à tout le monde. Vraiment. Merci Jacinthe, merci Eve, parce que vraiment, voilà, vous êtes de très très belles personnes que sans cette expérience, je n'aurais pas pu rencontrer. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que je n'étais pas moi-même. Et oui, c'est sûr que le livre a été peut-être le début d'un processus de réflexion sur moi-même, sur mon identité, et que j'ai fait le deuil de plusieurs choses, et que j'ai pris des décisions qui ont été difficiles euh, pour moi et difficiles à accepter aussi pour mes proches. Euh, mais je pense qu'avec le temps, euh, le fait de me voir épanouie, heureuse et bien dans ma peau, va leur faire dire que c'était la décision à prendre. Et je pense que le temps fera son effet. Oui. Oui. Il y a dans l'image, je regarde sur cette image, la première de couverture, il y a cette image quand même de papillon qui évoque aussi une certaine liberté. Et à travers les mots que je viens de lire, on sent qu'il y a ça, il y a cette liberté que c'est moi qui décide en fait de ma vie. C'est vrai, c'est moi qui décide, mais bon, en même temps, j'estimais que c'était pas de l'égoïsme parce que les enfants sont grands, que je leur ai expliqué parce qu'ils sont, parce que je suis toujours là pour eux. Mais c'est vrai que j'avais besoin de faire les choses pour moi. Euh, et c'est pas facile, hein. C'est sûr qu'il y a des moments où c'est pas facile, euh, mais voilà, j'ai besoin de prendre mes décisions de vivre ma vie. Et oui, il y a un grand besoin de liberté, d'indépendance, effectivement. Mais j'estime que ce n'est pas de l'égoïsme parce que euh, j'ai donné le meilleur de moi-même pendant très longtemps et c'est pas du tout fini. Je suis toujours là pour eux. Je suis sûre qu'ils le comprennent. Alors, vous avez aussi créé une page Facebook pour votre livre. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec des personnes ayant vécu des situations similaires? Est-ce que vous avez des gens qui vous contactent pour savoir un peu, voilà. Oui, j'ai eu 2 personnes qui m'ont contactée. Donc, une qui m'a posé des questions sur le livre et une personne qui m'a exprimé qu'elle avait vécu la même situation également avec sa mère et qu'elle était occupée à rédiger également avec peut-être l'intention aussi de publier. Et donc, voilà, on a un petit peu échangé là-dessus. Elle m'avait parlé qu'elle allait m'envoyer les pages qu'elle avait rédigées. Mais pour le moment, j'ai encore rien reçu, mais ma porte est toujours ouverte. Je suis vraiment ouverte à lire ce qu'elle a envie de m'envoyer. Et donc, je suis vraiment assez curieuse et je trouve ça vraiment agréable de pouvoir discuter et partager avec des personnes. Et puis, j'ai aussi des personnes de mon entourage qui ont commencé à lire le livre. Et alors, c'est assez amusant parce que j'ai notamment des amis d'enfance qui ont commencé à lire le livre et
qui ont eu, notamment l'un ou l'autre, qui ont eu ma mère comme institutrice. Alors, c'est assez évidemment amusant parce que il y a évidemment tout un ressenti différent parce que eux l'ont connu sous un autre angle. Donc là, je suis assez curieuse de voir quand ils arriveront à la fin de leur lecture. Et puis, j'ai des amis aussi qui lisent le livre et qui connaissaient mes parents, mais en tant qu'amis, je veux dire, parce qu'on se voyait à des fêtes de famille ou à d'autres occasions, et qui, évidemment, voyaient mes parents sous un angle très... des gens très sociables, très aimables, etc., comme ils pouvaient se montrer en société. Donc, évidemment, à la lecture du livre, leur image est fort égratignée, mais voilà, donc... D'accord, merci. Toujours dans le texte que je venais de lire, il y a l'expression mission de vie aussi qui est ressortie. Alors, vous pensez avoir une mission de vie? Si oui, comment pensez-vous l'exercer désormais? C'est peut-être un grand mot, mission de vie, mais dans le sens que au départ, le livre était plus une expérience pour moi-même, mais après, je me rends compte en fait que ça peut être utile et enrichissant pour des personnes qui ont vécu le même genre d'expérience. Et en fait, c'est pour ça qu'on avait énormément discuté avec Suzanne de voir est-ce qu'on part plus sur une autobiographie pure ou est-ce qu'on laisse tout l'aspect études oui, comparaison avec d'autres livres, etc. Et ça, c'est mon aspect justement très recherche universitaire, très cartésien et tout ça. Et je voulais absolument laisser cette partie-là, d'abord parce que ça me ressemble, mais aussi justement parce que je trouve que ça assied bien mes témoignages, que ça lie tout à fait mes témoignages à je veux dire, des faits démontrés par des études. Oui, j'aurais pu très bien sortir le livre sous forme autobiographique, mais je pense que justement, ce qui est enrichissant, c'est de pouvoir se dire, voilà, ce témoignage est relié à quelque chose qui, dans d'autres livres, dans des études, a été prouvé comme étant vraiment une attitude typique des pervers narcissiques manipulateurs. Et voilà, pour moi, c'était vraiment important de lier les deux. Un livre part toujours d'une idée, des écrits, des pensées. Après, il se matérialise, il devient un livre papier. Alors, quelle a été votre réaction en touchant pour la première fois votre livre? C'était fantastique. Alors, j'ai fait plusieurs librairies. Et puis, j'ai une amie qui m'a fait des photos avec le livre dans les mains. Et donc, j'étais toute fière. J'allais dans les rayons développement personnel et puis je regardais. Je dis, ah, il est là. Donc, c'était quand même une grande fierté, j'avoue, parce que franchement, je trouvais assez extraordinaire de trouver mon livre dans les rayons des différentes librairies. Oui, c'est forcément, hein, on est fiers, hein, c'est normal. Oui. Tout à fait. Alors, il nous reste quelques minutes. J'ai une toute dernière question et puis après, je vais donner la parole à nos amis qui sont là, s'ils ont des questions. Et puis après, on va se séparer à 14 heures. Alors, si aujourd'hui, vous devez parler à la Nathalie que vous serez dans les 10 prochaines années, que lui diriez-vous? C'est une vaste question. Je veux vraiment pas être
une personne méfiante envers les autres. Euh, il- il- j'ai vraiment, envie d'avoir de belles relations avec les autres, que ce soit des relations d'amitié ou que ce soit des relations peut-être plus approfondies. Euh, et donc, autant j'avais de la haine, de la rancœur, de la colère avant, autant je me sens plus apaisée maintenant et j'accueille tout avec plus de recul et, et je me sens, j'ai plus de confiance en moi aussi. Et je pense que le fait d'avoir aussi pris certaines décisions pour moi-même me renforce un petit peu cette confiance en moi en me disant, mais j'en suis capable. Je suis capable de faire ça, je suis capable de m'en sortir toute seule, je suis capable de prendre des grosses décisions là, parce que bon, le fait de redéménager, le fait de trouver du travail, de m'installer, etc. Ici. Et donc, ça m'a quand même redonné une certaine confiance en moi. Donc, je dirais que je vais continuer sur ce chemin-là. Je ne dis pas que c'est le chemin de la sagesse absolue, parce qu'il faut quand même garder toujours une petite touche de folie. Et, Tout à fait d'accord. mais bon, voilà, je pense que je, je me sens bien dans ma peau, je me sens mieux et j'espère que ça va rayonner autour de moi euh, pour que, voilà, pour les 10, 20, 30 prochaines années, pour que je puisse continuer à me sentir bien et me sentir apaisée. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à tous ceux qui sont présents et tous ceux qui nous suivront. Donc, juste pour un Merci. rappel, Nathalie Magide a écrit un livre, Ainsi soit-je, un très, très beau titre qui me fait penser à Ainsi soit-il, Amen. Et du coup, le livre a été publié aux éditions Terre d'accueil. Il coûte pas très cher, 22,95 et vous pouvez le commander en ligne et dans toutes les librairies de votre quartier. Donc, à présent, je vais accorder la parole d'abord à Suzanne qui a une question à poser à Nathalie et puis après, pour les 13 minutes qui restent, les autres pourront poser d'autres questions. Suzanne. Alors, merci beaucoup, Natacha. Moi, j'ai plus un commentaire que je voudrais donner par rapport à l'expérience que j'ai eue avec Nathalie. Je pense que je te l'ai dit aussi récemment, mais je voudrais encore réitérer cela. Natacha, tu as beaucoup parlé de la couverture, justement. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai retenu, dans le titre, au départ, il y avait le papillon. On a enlevé parce que c'était très long. Mais j'ai vu l'évolution, justement, de cette transformation au travers de l'écriture. Et quand je suis tombée sur le dernier chapitre, le chapitre 5, j'étais vraiment scotchée parce que c'est vraiment là où j'ai vu la Nathalie qui se prenait en main et celle qui avait choisi et décidé de vivre pour elle. Alors, juste pour ça, je voulais vraiment te féliciter parce que au-delà de l'écriture de ce livre, je pense que tu t'es aussi retrouvée en tant qu'individu et tu t'es détachée, tu l'as bien dit, il y a des deuils à faire, malheureusement. Mais à un moment donné aussi, je pense qu'il faut prendre cette décision de vivre pour soi. Et ce n'est pas du tout égoïste, au contraire, c'est vraiment de dire que très longtemps, on a vécu sous le joug des autres, à penser comme les autres pensaient, à dire ce que les autres voulaient qu'on dise. Mais à un moment donné, c'est vraiment de décider de vivre pour soi. Et juste pour ça, je trouve que tu peux en être fier. Et c'est un accomplissement réel et concret. Et je pense que tu es sur la bonne voie justement pour vivre pleinement toutes ces années que je dirais entre guillemets volées.
Et vraiment, je te félicite encore. J'étais très heureuse de travailler avec toi sur ce projet-là. Vraiment. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Merci, ça me touche beaucoup. Merci à Natacha d'avoir animé la discussion et vraiment merci, Suzanne, encore. Je t'en prie. Merci, Nathalie. Y a-t-il d'autres questions? Ça peut ne pas être une question, ça peut être un point de vue, des félicitations, pourquoi pas. Et peut-être que ce livre nous touche aussi personnellement, comme nous sommes tous des potentiels manipulés. Marie-Ève. Ah, Ève, pas Marie-Ève. Oui, non, pas de problème. Mais bravo, honnêtement, là, moi, je côtoie Nathalie. J'ai côtoyé Nathalie là, au Canada quand on travaillait ensemble. Puis, je vois l'accomplissement. Puis, tu m'impressionnes beaucoup, vraiment, là, tout le parcours, tout ce que tu fais, ton énergie. Donc, puis, comme le mentionnait tout à l'heure Natacha, elle te demandait si tu vas avoir une méfiance ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai pas du tout senti ça. Je pense que en fait, tu es en mesure de t'ouvrir aux gens parce que j'imagine que les personnes manipulatrices, c'est quand même une petite partie de la population. Donc, ça serait plate aussi d'être méfiante toute une vie puis de manquer certaines relations. Mais c'est pas le cas du tout là, avec toi. Puis, je suis contente de ça. Puis, merci. Puis, honnêtement, en lisant le livre, tu m'en avais un peu parlé avant, pendant le processus. Puis on dirait que c'est vraiment là que j'ai réalisé, OK, j'ai déjà côtoyé des personnes de ce type, pas dans ma famille proche, vraiment pas dans mon entourage, mais j'étais pas capable de mettre des mots là-dessus. Puis je pense que c'est ça, justement, qui arrive pour beaucoup de personnes. Puis comme tu le mentionnes, il y a peu d'études, il y a peu de livres, d'ouvrages à ce sujet parce que les personnes elles-mêmes ne réalisent pas qu'elles ont un problème, donc elles ne vont pas aller consulter, elles ne vont pas aller parler pour essayer de travailler là-dessus. Elles ne le réalisent pas. Donc, j'ai vraiment apprécié ça, de comprendre, puis par ton bagage, tes situations, c'est triste et touchant. Puis justement, je me demandais, parce que là, je réalise, OK, ces personnes-là, dans le livre, par exemple, dans ton cas, on dirait que c'était vraiment juste tes parents envers toi, puis il y avait toute une autre manière d'agir, par exemple, à l'école, dans leur classe ou avec des amis proches. Ces personnes-là semblaient tout à fait normales. Est-ce que là, tu réalises, en écrivant le livre puis en ayant fait la réalisation que c'était des personnes toxiques, un peu comme tu mentionnes, Oui. est-ce que tu réalises que il y a peut-être d'autres victimes de tes parents? Est-ce que tu repenses à des situations où il y a d'autres personnes qui ont pu être affectées sans même le savoir, sans même le comprendre? C'était vraiment toi qui étais visé complètement. Oui, je pense que c'était plutôt moi, dans le sens où j'en ai aussi beaucoup discuté, par exemple, avec ma cousine, qui les connaît quand même très très bien. Puis, elle a le même avis que moi, c'est vraiment assez ciblé, assez personnel. Puis, comme dans les réunions de famille, c'était vraiment, ils étaient normaux, quoi, comme ils étaient avec leurs amis, etc. Il n'y avait pas de problème. Ils pouvaient être très joviaux, ils pouvaient être très amusants, avec de l'humour, etc. Et puis l'aspect sévère, strict, vraiment avec cette emprise, etc., revenait une fois qu'on se retrouvait à la maison. Donc, je pense que les seules personnes qu'ils ont pu manipuler, c'était mes grands-parents, justement. Parce que ma grand-mère était quand même relativement naïve. Et ils ont, avec mes grands-parents, ils ont beaucoup menti aussi.
raconter énormément d'histoires. Et donc, ça a été une sorte comme on parle parfois de trio amoureux, ça a été vraiment un trio de manipulation où il disait à l'un des choses, il disait à moi des choses. Et finalement, quand mes grands-parents et moi, on a compris l'histoire et qu'on recoupait les informations, c'est là finalement que mes grands-parents et moi, on était encore plus soudés et que mes grands-parents ont ouvert les yeux aussi sur qui ils étaient, enfin surtout ma mère puisque c'était leur fille. Mais je pense que c'est les seules personnes vraiment qu'ils ont, avec moi, qu'ils ont manipulées. Ouais. Je trouve que c'est inquiétant, un peu c'est épeurant parce que justement, ces personnes-là sont capables de changer complètement d'aspect, de manière de faire les choses. Puis on dirait que je comprends pas pourquoi ils cibleraient juste une personne ou quelques personnes en particulier. C'est les plus vulnérables. Oui. Ils n'ont pas besoin de plus. Déjà, ils vont rechercher leur je sais pas, leur pouvoir avec cette personne-là. Donc, ils peuvent se laisser aller avec les autres. Oui, le mécanisme n'est pas encore vraiment très connu, mais d'après les lectures que j'ai faites, c'est apparemment des personnes qui sont plus vulnérables, plus empathiques aussi, plus sensibles. Or, par exemple, le cas de ma fille qui est hypersensible, puisqu'elle est à haut potentiel, puis on soupçonne que moi je le sois aussi, donc que moi je sois aussi hypersensible, etc. Et donc c'est un petit peu là-dessus qu'il joue en fait. Hein, oui. Ok. Mais merci. La sape de la confiance en soi se fait dès le départ. Dès le départ, il y a des attentes exagérées, et comme les attentes sont exagérées, forcément, il y a un manque de confiance en soi qui se crée chez la victime, et ça ne fait qu'empirer en fait la situation au fur et à mesure. Non, c'est certain. Puis parce que je me demande si dès le départ, tu avais eu pas une personnalité plus forte, mais si tu t'étais tout de suite opposée, est-ce que ça aurait pu arrêter ou... Probablement, puisque Delphine avait ma fille avait une personnalité plus forte et que là, il y a eu des clashs en fait entre eux. Oui, je comprends. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Ève, pour cette très belle intervention. Merci, Nathalie. Je vais accorder la parole à Catherine. Je voulais vraiment vous féliciter, Nathalie, et vous dire merci aussi et rebondir un peu sur ce que disait Ève, de mettre les mots sur des comportements souvent dont on est victime ou qu'on nous raconte, mais qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Ben là, je vois... Ah, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Ah, ok, d'accord. Là, je me dis, je laisse mon micro en haut, en tout cas. Je trouve vrai, en lisant votre livre, je me suis dit, mon Dieu, il y a tellement de moments qu'on devait être capable d'être présent, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des choses qu'on voit, dont on est victime, puis on n'est pas assez présent, soit parce qu'on est trop empathique ou je ne sais pas pourquoi, là, mais on n'arrive pas tout de suite à les saisir et à réagir. Mais en vous écoutant, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Je sais que quand on est hypersensible, très empathique, on est souvent les victimes. Oui. Et puis, quand on est trop seul aussi, c'est un peu comme les lions, quand ils traquent une troupe, là, ben, ils cherchent celui qui reste en arrière, qui est tout seul, parce que si on va se battre avec la troupe, ben, on va se faire ramasser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des patterns chez les victimes qui font en sorte que, parce qu'en vous écoutant, à dire que vos parents n'avaient pas ce même comportement avec d'autres personnes, mais uniquement avec vous, il y a oui aussi le fait que vous soyez peut-être plus sensible et plus empathique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des patterns, comme des attitudes qu'on
qu'on a souvent, qu'on répète, qui fait en sorte que ça soit toujours nous, ou du moins les victimes qui soient visées par ces gens-là? Mais il y a aussi le fait que, par exemple, j'étais fille unique, donc j'étais seule. J'habitais dans une maison dans un quartier quand même. Ils ont décidé quand j'avais 1 an et demi d'aller vivre à la campagne, dans une maison relativement isolée. Bon, j'avais une petite voisine qui avait mon âge, mais disons que dans l'ensemble, tous mes amis de classe, par exemple, n'étaient pas à proximité. Mais c'est eux qui ont créé cet isolement. Mais ça fait partie aussi d'une technique d'isolement. L'isolement est une technique des pervers narcissiques manipulateurs, mais toujours pour créer cette emprise et garder sous la coupe. Et forcément, l'isolement ne permet pas d'avoir d'autres points de comparaison. Parce que quand on est enfant, c'est très compliqué. Il faut pouvoir s'identifier à d'autres enfants. Comment ça se passe dans d'autres familles? Comment ça se passe? Et justement, ma petite voisine, c'était pas une famille idéale non plus, parce que c'était une famille très introvertie. Et donc, moi, j'avais pas vraiment de point de comparaison. Je pouvais pas me dire, non, ce qui se passe chez moi, c'est pas normal, puisque j'étais jamais quasiment en contact avec d'autres familles. J'ai 2 autres petites questions, Natacha, très rapides. C'est intéressant. On peut se permettre 15 minutes encore. OK, parfait. Je suis rendue à 40 ans, puis je me rends compte que je suis beaucoup plus enclin à me poser des questions, à remettre en question certaines choses, certains types de comportements, certaines personnes, certaines relations. Diriez-vous que le fait d'avoir pris cette décision-là, je ne sais pas depuis combien de temps que ça a commencé, de couper les cordons avec tous ces gens manipulateurs, mais diriez-vous que c'est lié à l'âge? Pensez-vous que c'est une prise de conscience que vous auriez dû ou pu faire avant le moment exact où vous l'avez fait? Sinon, pourquoi? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, je pense qu'il y a une question liée à l'âge, parce qu'on prend conscience de la personnalité des gens, forcément, à force de côtoyer certaines personnes. Et moi, j'ai toujours eu une certaine forme de naïveté. J'étais assez naïve, mais je pense que c'était aussi lié au fait justement que j'ai toujours été relativement isolée, fille unique, donc j'ai toujours eu comment dire, cette absence de méfiance finalement par rapport aux gens, en me disant tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oui, c'était un petit peu ça. Et finalement, je me suis prise plusieurs fois des claques, mais je ne comprenais pas les leçons et je ne comprenais pas pourquoi. Et je retombais sur le même type de profil en fait. Et c'est avec l'âge, avec l'expérience qu'on commence à lire des choses et à comprendre mieux. Oui. Mm-hmm. La toute dernière, excuse-moi encore Natacha. Non. Est-ce que vous arrive des fois maintenant d'avoir peur du choix que vous avez fait d'en parler? Avez-vous des regrets ou bien dites-vous que si c'était à faire, je le ferais encore? Non, j'ai pas de regrets.
Non, non, j'ai pas de regret, j'ai aucun regret. Certainement aucun regret d'avoir écrit le livre. Et au début, j'avais cette forme de timidité d'en parler parce que je me disais, j'osais pas trop annoncer que j'avais écrit un livre et que en fait, j'avais un petit peu peur que ça fasse prétentieux et donc j'osais pas trop en parler. Et non, non, j'ai absolument aucun regret. Donc, vraiment, je suis très contente de l'avoir fait, oui. Merci beaucoup. Jacinthe. Moi, je n'ai pas de questions, mais je veux te féliciter quand même pour avoir fait ça. Je pense que de prendre l'initiative d'écrire un livre de quelque chose qui nous touche aussi personnellement, c'est difficile parce que c'est comme mettre un peu, se dévoiler à tout le monde qui vont lire le livre. Alors, je te félicite pour ça, puis je te félicite aussi pour le courage que tu as eu, là, non seulement pour écrire le livre, mais le courage que tu as eu dans la vie de faire ces changements-là. Tout ça, ça aussi, c'est pas facile parce que le statu quo est toujours plus simple. Mais de prendre ces initiatives-là, tout ça, je te souhaite que le bonheur. J'espère que ça semble bien aller pour toi en ce moment. Puis il me semble que tout est positif pour toi. Alors, j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Puis qu'on va continuer à garder contact, même si c'était un océan de nous, mais c'est toujours un plaisir de te voir et de te parler. Puis mes félicitations, vraiment, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas de questions, mais vraiment, j'admire le courage que tu as eu, puis que plusieurs personnes n'ont peut-être pas eu. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ont eu des parents qui étaient semblables aux tiens, puis qui ont juste laissé faire, puis passer à d'autres choses. Alors, je pense que pour aider justement les autres, comme tu as mentionné, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'écriture sur ça, sur des gens qui sont pervers narcissiques et encore plus, comme tu as mentionné, sur des parents ou des gens dans la famille, je pense que ça pourrait vraiment être un bon outil. Je n'ai pas lu le livre encore, mais assure-toi, je vais le lire, ça m'intéresse énormément. Alors, félicitations encore. Merci, merci beaucoup, Jacinthe. Jacinthe, je t'enverrai un petit message après par rapport justement au livre. Mais merci beaucoup pour tes commentaires, tes encouragements et évidemment qu'on reste en contact. Et ça, c'est évident, c'est une amitié comme ça, hein, ça ne se perd pas. C'est très, très, très précieux pour moi. Donc, je m'inquiète même pas, je suis certaine qu'on va continuer à communiquer ensemble. Bien sûr, bien sûr. Merci en tout cas à tout le monde d'avoir assisté à cette présentation aujourd'hui. Merci à Natacha, à Suzanne, à Catherine. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à tous. Donc, nous sommes à la fin. Je remercie les éditions Terre d'Accueil pour avoir eu cette initiative et j'invite toutes les personnes présentes et celles qui suivront cette vidéo, parce qu'on la mettra sur YouTube, d'acheter ce livre qui est très intéressant, qui nous concerne tous. Hein. Moi, je pense qu'on est tous, on tombe tous parfois, souvent, sous des manipulateurs. Alors, ce livre est intéressant. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est à 22,95 $. Et vous pouvez le commander en ligne sur le site des éditions Terre d'Accueil, sur leslibraires.ca ou bien auprès de votre plus proche libraire. Donc, je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci Ève, beaucoup. merci Jacinthe d'avoir participé. Je sais qu'Aristote était quelque part aussi. Merci. Et merci aussi à Catherine d'être venue. Très apprécié. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci beaucoup.